Bonsoir à tous et bienvenue sur les antennes de Spectrum Télévision. Ce mercredi 10 juillet, c'est un grand soir de foot. Comme vous le savez, la deuxième demi-finale de l'Euro 2024 qui oppose actuellement les Pays-Bas à l'Angleterre. Un but partout sur le score en ce moment. C'est la seconde période de cette rencontre. Et comme vous le savez également, le vainqueur de ce match va affronter l'Espagne en finale de l'Euro dimanche prochain. L'Espagne qui a laissé sur le carreau hier l'équipe de France. Il faut également donc signaler que ce soir aussi, c'est la nuit du sport comme chaque mercredi soir sur nos antennes. Au menu donc ce soir de l'olympisme avec les Jeux olympiques de 2024 qui démarrent le 26 juillet prochain du côté de Paris en France. La délégation camerounaise quitte ce soir Yaoundé avec dans ses rangs seulement 6 athlètes représentant 4 disciplines sportives, l'athlétisme, le judo, le tennis de table et la natation. Pas de sport collectif donc, comme on peut le constater. Qu'est-ce qui peut expliquer cette faible représentation de la Team Cameroun au JO Paris 2024? La question est au menu de la pause actu dans un instant. Et puis en seconde partie de l'émission, deux thématiques sont au programme ce soir. Tout d'abord, les 5e championnats d'Afrique de Nambudo qui se sont achevés le week-end dernier du côté de Yaoundé avec la razzia du Cameroun face à d'autres pays africains. Si sur le plan sportif, le Cameroun n'a pas à rougir, il faut relever que cette compétition s'est déroulée sous fond de contestation de la légitimité de la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo à conduire cet événement. On tentera donc de comprendre pourquoi ce soir. Et puis la seconde thématique aussi après va porter sur l'intention annoncée du président de la Fédération camerounaise de football à travers ses avocats de faire appel de la décision de la CAF rendue récemment, décision qui, vous le savez, le condamne à payer une amende de 200 000 $ pour violation grave des principes d'éthique, d'intégrité et d'esprit sportif parce qu'il a signé un contrat d'ambassadeur avec une société de paris sportifs. Que risque le président Samuel Eto'o à court et à moyen terme? Peut-il obtenir gain de cause devant le jury disciplinaire, le jury d'appel de la CAF? Toutes ces questions et bien d'autres sont donc au menu ce soir. Nos invités, 3 sur 4 déjà sur ce plateau. Mathieu Nathanaël Ndjok, journaliste, est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Lydie Makeda, bonsoir aux nombreux téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à ma charmante famille qui m'a mis dans les conditions idoines pour être ici ce soir. J'espère que ma contribution sera optimale pour éclairer la lanterne de tous nos charmants téléspectateurs qui veulent savoir davantage sur les sujets retenus pour cette émission. Tout à fait. Jérôme Bango, il est agent des joueurs. Il est également avec nous ce soir. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à mes copanélistes. Je profite de votre antenne pour dire bonsoir à mon fils qui a été opéré. Et je crois que je lui souhaite simplement un prompt rétablissement. Nous, pareil. Martin Mapak, membre de la Fédération camerounaise de volleyball, est là. Bonsoir Martin, bienvenue. Bonsoir Lydie Makeda, merci de m'avoir invité. Comment va la FECA Volley de Serge Abouem? En fait, la vraie FECA Volley, vous voulez dire, parce que... Si vous le dites. Oui, la vraie FECA Volley, parce que c'est celle qui a reçu l'argent de l'État. Hein, c'est elle qui a reçu l'argent de l'État, c'est elle qui est chargée de payer les athlètes qui ont concouru pendant les différentes CAN. Alors, elle va très bien. D'ailleurs, elle continue dans sa lancée. Vous savez qu'il y a un gymnase de grande capacité qui est presque en finition du côté d'Acom 2. Donc, la refondation, elle continue son bon nombre de chemins, malgré que quelques mauvais esprits croient qu'ils peuvent empêcher son bon déploiement. Alors, on va peut-être rappeler que le gymnase qui est en chantier, en finition, comme vous le dites, vient après quand même ce qu'on a vu avec le collège Jameson du côté de Yaoundé. Oui, vous savez, celui de Johnston, c'est un gymnase d'application et celui d'Acom 2, il est
un peu plus grand. C'est quoi la différence fondamentale? La différence fondamentale, c'est que à Com2, ce sera un gymnase de compétition. Ouais. Ce sera un gymnase de compétition. À Johnston, c'est un gymnase d'application qui permet aux apprenants de recevoir les bases des sports, parce qu'il n'y a pas que le volleyball qui se joue là-bas. Il y a plein d'autres disciplines sportives qui s'y déploient. Donc, la refondation, elle continue son bonhomme de chemin. Elle ne s'occupe pas des petits jaloux. En tout cas, on va tout à l'heure essayer de comprendre pourquoi le volleyball n'est pas aux Jeux Olympiques, par exemple, puisqu'on le disait tantôt, pas de sport collectif dans ce jeu pour le Cameroun. Maître Éric Bissot, avocat au barreau du Cameroun et conseil de la présidente de la FECANAMBUDO, professeur Justine Ndifo, était normalement programmé sur ce plateau, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne sera pas là. C'est un rendez-vous qu'on va tout simplement reprogrammer. Il a tenu donc à s'excuser auprès des téléspectateurs de Spectrum Télévision. Donc on attend incessamment sur ce plateau Serge Zambo, analyste de sport, pour pouvoir évidemment débattre de tous les sujets annoncés ce soir. Et comme premier sujet, rapidement, on pose actu. On va démarrer avec les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. La semaine dernière, il y a eu le tirage au sort et le Cameroun aura au menu la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Dans le reportage qui va suivre, nous vous proposons d'écouter l'analyse de deux anciens mondialistes. Que pensent-ils justement de cette poule du Cameroun, la poule du Chichi? Regardez. C'est en Afrique du Sud que la Confédération africaine de football a procédé ce 4 juillet 2024 à la cérémonie du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football senior 2025. Le Cameroun hérite du groupe J avec comme adversaires la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Si le Cameroun va favori sur le papier, il faudra une bonne préparation pour espérer se qualifier. Je pense déjà que ce groupe est très abordable et que ce serait un miracle que le Cameroun se qualifie pour cette Coupe d'Afrique. Vu la configuration du groupe, Namibie, pays, je peux dire saxon anglophone parce que leur football est basé sur la vitesse et sur des longs ballons aussi. Le Kenya essaie de jouer au football, mais quand on regarde l'équipe du Cameroun, le Kenya a toujours perdu contre le Cameroun. Le Zimbabwe, un pays qui a un football anglo-saxon basé sur la force et la vitesse. Je pense que nous avons tout pour se qualifier. Ce serait une surprise même si on sort deuxième ou aller au barrage, mais je pense que c'est jouable et quand on regarde les autres groupes, le Cameroun parmi les favoris pour ce mini-tournoi de 4 équipes. Il faut juste une très bonne préparation, une équipe qui veut aller très loin, qui ait une discipline dans chaque groupe, que les gens se mettent autour d'une table et préparer bien cette compétition. Sur le papier, le Cameroun va favori, mais tout se joue sur le stade, sur le terrain. Il faudra, comme je l'ai dit tantôt, une très bonne préparation. Le Namibie et le Zimbabwe, c'est une très bonne équipe qui joue bien au football. Dans un contexte marqué par l'existence de deux staffs techniques nommés par le ministère des Sports d'une part et la Fédération camerounaise de football d'autre part, il est nécessaire de regarder l'intérêt national selon cet ancien lion indomptable. Il faut que vraiment, vous savez que l'équipe nationale appartient à l'État. Je n'ai rien contre la Fédération camerounaise de football. Nous avons une convention que nous avons signée en 2015. La FECAFOOT doit respecter. Mais au jour d'aujourd'hui, regardons l'intérêt national. Il est inadmissible que le ministère ait son staff, la FECAFOOT ferme son stade. À tort ou à raison, laissons le ministère gérer cette équipe nationale de football. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 de ce 4 juillet marque ainsi le coup d'envoi de la course vers la phase finale de cette compétition prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.
Voilà pour ces analyses d'Emmanuel Babouan-Kessak et de Joseph Kemga par rapport à la poule du Cameroun. Mathieu, il y a quand même rapidement ce petit flou-là qui persiste au niveau de l'existence de deux staffs techniques. Ces éliminatoires, c'est septembre. Donc on est en juillet, août, septembre. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Est-ce que d'ici là, c'est un problème qui sera définitivement résolu? La question est très pertinente et il sera difficile de jouer les marges pour dire que la situation sera résolue ou non. Mais je dois dire simplement que nous tous nous avons constaté qu'il y a un bicéphalisme au sein de l'encadrement technique des Lions indomptables et vivement que ce bicéphalisme trouve une solution et la solution c'est le respect des tests. La Fédération camerounaise de football en son temps en 2015, en 2014 a signé une convention et elle doit la respecter et comme a dit la FIFA et après entamer un processus pour amender fortement cette convention et enfin de redonner à la FECAFOOT le pouvoir qu'elle est en mesure d'avoir dans la désignation du staff technique. Mais on ne peut pas aller dans un bras de fer. C'est comme si on contestait une décision de justice. Une décision de justice, elle peut être mauvaise, on doit d'abord l'appliquer et après, on va trouver les mesures pour faire appel. Donc moi, je suis de ceux qui pensent que, en fait, d'ici septembre, il ne doit plus avoir un problème de bicéphalisme. Mais comme on connaît l'ambiance qui a prévalu pendant la précédente phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Et je crois que si les gens restent teigneux, on risque de vivre la même ambiance. Et je dis que dans cette poule-là, nous ne sommes pas partis pour être qualifiés. Nous ne sommes pas partis pour être qualifiés directement. Comme a dit Babouan-Kessak, lui-même, il met des réserves pour dire qu'on peut être deuxième. Le Cameroun n'a pas de mérite dans une poule comme ça d'être deuxième. Absolument. Le Cameroun doit passer premier parce qu'elle est favorite de cette poule. Elle est tête de série de cette poule. Mais malheureusement, il faut qu'on tienne les leçons. La Namibie et le Zimbabwe sont des pays qui sont en train de connaître un nivellement vers le haut. On a vu que le Zimbabwe, dans toutes les catégories de football, ont évolué et que c'est les U20 qui nous ont éliminés pour les JO. Ouais. Et donc, on ne doit pas oublier ça, alors que ce n'était pas une équipe qui était fameuse, et c'est une équipe qui est allée à la Coupe du Monde féminine, qui a fait une bonne prestation, qui n'a pas été ridicule, alors qu'on ne l'attendait pas. Donc, c'est pour dire que le Cameroun ne peut plus continuer à dormir sur ses lauriers en disant « Nous sommes le Cameroun, nous avons tel nombre nous avons 5 Coupes d'Afrique des Nations, tel nombre de participations à la Coupe du Monde, nous avons été cas de finalistes. » Non, les statistiques là ne jouent plus. Et les statistiques on a toujours gagné, le Kenya ne joue plus. On a vu ce que le Burundi nous a montré, les phases précédentes. Donc, et c'est pour dire qu'aujourd'hui, on doit être humble, on doit tirer les leçons. C'est notre manque d'humilité qui nous fait toujours trébucher. Et moi, je pense que nous avons vu ce que le staff technique dirigé par Marc Brice a pu produire dans un environnement très difficile. Et ce staff nous a donné espoir pour nous montrer qu'on peut compter sur ce staff. Mais si on les donne encore plus de sérénité, on peut s'en sortir. Donc il est intéressant pour la FECAFOOT aujourd'hui de mettre de l'eau dans son vin. Tous ceux qui sont, comme je dis souvent, comme le dit même l'adage, tous ceux qui sont en prison n'ont pas toujours tort. Il y a des gens qui ont raison qu'ils ont. Mais il faut savoir souvent mettre de l'eau dans son vin. Donc la FECAFOOT la FIFA voudrait que la FECAFOOT ait l'autorité, le pouvoir de nommer l'encadrement technique. Malheureusement, au Cameroun, ce n'est pas le cas parce que nous avons cédé notre pouvoir dans une convention et qui est ambiguë, qui donne des possibilités, deux possibilités. On doit d'abord respecter, mais je dis qu'on la respecte et on engage le processus, comme a dit la FIFA, d'amender
cette convention le plus rapidement possible et je suis partant pour qu'on amende cette convention. Mais on ne peut pas s'opposer au respect de et vouloir amender. Donc il faut savoir faire le juste milieu. Et aujourd'hui, vivement que d'ici septembre, que chacun mette de l'eau dans son vin. Voilà, c'est un peu l'appel aussi lancé par le président de l'Assemblée nationale, puisque la situation des Lions indomptables s'est invitée aux travaux. Et en clôturant les travaux de la session, ce jour à Yaoundé, le très honorable Kavaye Djibril s'est réjoui certes de l'accalmie actuelle après les remous qu'on a observés, mais il est resté prudent. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son discours. Je voudrais que cette accalmie n'est pas trompeuse, comme ce feu qui couvre sous la cendre. Aussi ai-je grand espoir que la raison est en train de prévaloir et que la sérénité sera bientôt totale dans les rangs des joueurs eux-mêmes, que dans ceux des dirigeants, qu'ils soient techniques, administratifs ou gouvernementaux. Alors, Jérôme Bango, il a dit, l'honorable Kavaye Djibril, il espère que ce n'est pas une accalmie trompeuse et l'espoir que la raison va revenir et que la sérénité sera bientôt totale au sein de différentes parties, les joueurs, les dirigeants, etc. Oui, mais c'est un discours politique, c'est un discours d'homme d'État qui, dans son souhait et dans ses voeux, aimerait bien voir que les deux parties se sont accordés et que pour l'intérêt du Cameroun, qu'on voit tout simplement l'accalmie et qu'on voit aussi, je veux dire, dans cette assiette, une équipe pour diriger l'équipe nationale. N'oublions pas tout simplement que la convention dont tout le monde prône aujourd'hui a été signée par, au moment où le président actuel n'avait même pas encore pensé être président de la Fédération camerounaise de football. Et comme a dit Mathieu tout à l'heure, je crois qu'il, pour son intérêt personnel, il doit d'abord s'aligner, accepter tout, parce que n'oublions pas aussi en même temps que l'employeur de ces différents staffs, ça a toujours été l'État, ça a toujours été... Même s'il y a quand même certains personnels que la Fédération est appelée à gérer. Actuellement, aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football devrait tout d'abord accepter à défaut cette convention-là au niveau de son article 9 et puis plus tard essayer de vouloir faire bannir ça, essayer d'annuler ça pour reprendre ses droits de cité, parce qu'on sait quand même que le boss du football au Cameroun, c'est la Fédération camerounaise de football. Mais on sait aussi que, tout comme la FIFA, si cette convention n'avait pas été au préalablement été liée entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, parce que c'est l'État du Cameroun qui donne, qui sort de son argent, qui sort pour entretenir ces différentes équipes nationales. Donc voilà, aujourd'hui, le fait est là. Je crois que le président de la Fédération camerounaise de football est entouré des grands juristes de ce pays et accepter d'abord ça, à défaut, comme je l'ai dit, et puis plus tard, essayer de vouloir annuler cette convention s'il veut revenir dans ses propres droits. Alors plus tard, Martin Mapar, plus tard, c'est quand on sait par exemple que cette convention a été signée depuis 2015 et que dans sa lettre récemment, la FIFA, la Fédération internationale de football association, a demandé la révision de cette convention. Il y a ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se pointent déjà pour le mois de septembre. Est-ce que plus tard, c'est pas peut-être maintenant qu'il faut un peu essayer de revoir les choses afin qu'au mois de septembre, on n'assiste pas à ce qu'on a vu récemment? Permettez, Makeda, que d'emblée, que je prenne le contre-pied de mes prédécesseurs. Je ne pense pas personnellement qu'il y ait bicéphalisme à la tête de la sélection nationale. Je pense qu'il y a un sélectionneur qui ne veut pas rester dans le rôle qui devrait être le sien. Parce que une sélection nationale
elle est sous l'encadrement d'une fédération. Et le sélectionneur national n'est pas... La sélection nationale n'est pas une fédération bis. Donc, la sélection nationale, le sélectionneur national, ils répondent d'un patron qui est la fédération. Parce que l'entraîneur, il est à sa place, il a ses assistants qui sont à leur place, il y a d'autres membres du staff qui sont à leur place, mais il y a un décret qui indique très clairement que tel membre du staff sont de la compétence exclusive de la FECAFOOT. Donc, une fois qu'on est d'accord dessus, il n'y a plus eu de débat sur l'entraîneur. Il n'y a plus de débat dessus. Je crois que les deux parties sont tombées d'accord que M. Marc Brice est sélectionneur. Tout le monde est d'accord que M. Mamounouga est son assistant, que Manœuvrier est et que Manoudi, le statisticien est là. Mais maintenant, il y a d'autres membres du staff qui sont de la compétence exclusive de la FECAFOOT. Donc, le problème ne se pose pas. Le staff, il est composé tel qu'il doit être composé. Il y a eu un entraîneur qui a été choisi par le ministère et accepté par la fédération. Maintenant, il y a des membres du staff, dont le décret précise clairement que leur nomination est de la compétence exclusive de la fédération. Donc, à ce niveau-là, il ne faudrait pas qu'il y ait des empiètements dans les compétences des uns et des autres. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas où se trouverait le mal à ce que les gens puissent comprendre ça aussi facilement et qu'on cesse de pinailler sur ce qui n'est pas essentiel. D'accord. Alors, sur ce plateau, Serge Zambo nous a rejoint, analyste de sport que vous connaissez très bien sur nos antennes. Serge, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, je m'excuse pour le retard. Bonsoir également à nos nombreux téléspectateurs. Alors, je salue mes co-panélistes. D'accord. Vous arrivez au moment où on est pratiquement en train de sortir du premier sujet, en rapport avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires qui vont démarrer au mois de septembre prochain. Et on se demandait que faire justement pour qu'on ne puisse pas assister au scénario qu'on a vu récemment avec deux staffs techniques, certains qui se discutent des joueurs, etc. D'après vous, une piste de solution est envisageable avant septembre? Oui, une piste de solution est envisageable si les deux parties s'assoient. Moi, je suis étonné que mon panéliste, mon frère que je retrouve aujourd'hui, à qui d'ailleurs je dis bonsoir, dise que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce que nous avons vu est totalement ahurissant. C'est-à-dire que c'est la première fois, je pense, dans le monde qu'on voit une équipe nationale de ce niveau-là surtout, que c'est le Cameroun, avoir un bicéphalisme au niveau de la tête. Il a dit quelque chose de pertinent. Il y a certains membres du staff qui devraient être en principe nommés par la fédération de la football. Mais il y a d'autres aussi qui peuvent être mis à la disposition. Et quand on revient sur le décret, moi j'ai toujours pris l'exemple aussi simple que ce soit. Lorsqu'en début d'année, dans ce que moi je fais comme ma fonction, on nous dit, et ça concerne tout le monde, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est pas Nathalie qui me démentira, la documentation est assez libéralisée au point où tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut l'acquérir. Il n'y a plus question de pouvoir garder un document, dire que celui-ci il est pour moi ou bien il est pour X ou Y. Alors je parle là de la loi des finances. Quand elle sort en début d'année, à partir du moment où elle est votée au niveau de l'Assemblée, le président de la République la promulgue. Voilà, nous lisons. Nous attendons, nous qui exerçons, que ce soit vous, moi, ainsi de suite. Toi, par exemple, tu peux payer ta taxe foncière. Il faut bien que tu relises si ça n'a pas changé, s'il y a un article qui n'a pas changé. Et en ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une sorte de circulaire, qui est comme un texte d'application. Et en ce qui concerne le décret dont on parle, le décret est bel et bien là, mais la convention était une sorte de circulaire qui nous permettait d'apprécier et d'appliquer. Voilà ma lecture. Et je dis, au moment où le décret sort, la convention est bel et bien là. Ce n'est même pas pour rien que la FIFA vous dit, lorsque vous avez écrit à la FIFA, vous dit, revenez, je suis d'accord avec vous sur le fond, mais revenez voir la convention que vous-même vous avez signée. Il aurait été donc pour moi de bon temps. Lorsque le COMEX actuel est arrivé à la tête
de la FECAFOOT en 2021, le 11 décembre, la première chose qu'ils devraient vous revoir, c'était de prendre justement ces textes-là et de les revoir, puisque en ce moment, si j'ai eu dire, et même c'était clair, on leur avait tout donné. Tout ce qu'ils avaient voulu, on leur donnait. Donc ils étaient en état de, comment on dit en français, en état de grâce. Je pense qu'également que s'ils auraient remis en cause certains articles, le fameux 9 et 13, s'ils auraient remis en cause ces articles, ils auraient peut-être eu raison. Et c'est ce que la FIFA a demandé. Bon, maintenant, la question que vous avez posée, c'est de savoir s'il y a une piste de solution. Moi, je dis, il y a une piste de solution, justement, si on s'assied et qu'on essaye de discuter, et qu'on discute en homme vrai. Parce que récemment, je pense à la Coupe du Cameroun, nous avons vu les deux acteurs qui ont essayé de discuter. Bon, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et ils peuvent se dire des choses, mais il faut qu'au niveau que ce soit palpable, pour qu'on puisse voir un horizon un peu... Alors du match. Voilà, le meilleur. Donc, en ce qui me concerne, c'est clair qu'à un moment donné, dans la convention, on dit que la FECAFOOT peut nommer, et dans la même convocation, on dit aussi que le ministère peut mettre à disposition. Je pense que le ministère a mis à disposition, sauf qu'ils ont outrepassé un tout petit peu les lignes. Là, je le rejoins. C'est-à-dire qu'ils sont allés nommer même ceux des membres moi, je ne vais pas citer la convention, ceux des membres de la FECAFOOT qui devaient devenir à la FECAFOOT. Je pense que si on s'assoit, on leur dit, bon, la mise à disposition, selon les textes, revient au ministre, il est déjà mis à disposition. On laisse aux Mambiques et autres travailler. Maintenant, au niveau de la coordination aussi, le ministre, chacun essaie de donner... Quand on négocie, ce n'est pas aujourd'hui, quand on voit la guerre Iran-Irak, on dit que vous disputez peut-être le Sahara occidental, vous disputez un lopin de terre. Parfois même, quand vous êtes au village, on divise par deux, chacun prend. Donc, lorsqu'on s'assoit pour négocier, chacun doit laisser du lest. Ça, c'est ce qui me concerne. Et puis, je reviendrai pour chuter, justement, c'est que récemment, je pense que c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous disent tout. J'ai vu une lettre écrite par la FECAFOOT où on demandait de contractualiser ceux-là que le ministre n'avait pas nommé. Est-ce que ce sera donc possible? Wait and see. Oui, Mathieu, votre réaction et aussi une petite question pour sortir. Qui va justement provoquer cette rencontre-là entre le ministère et la FECAFOOT afin de revoir cette convention de 2015? C'est une question des égos. Il faut qu'on essaye de taire les égos. Il faut que chacun mette de l'eau dans son vin parce que l'application de la convention, l'exécutif actuel de la FECAFOOT en a bénéficié à son arrivée au pouvoir. Et aujourd'hui, que l'application de cette convention lui est défavorable, elle ne peut pas la dénoncer. C'est ça l'enjeu. Ce que je voulais dire en prenant la parole ici, c'était simplement pour dire à mon copanéliste de droite que non, l'entraîneur, contrairement à ce que vous voulez souvent faire passer, ne sait jamais, n'est pas à porte-à-faux avec l'exécutif de la FECAFOOT. Il n'est pas à porte-à-faux. Et vous comprenez qu'à sa place, vous serez dans l'ambiguïté. Dans l'ambiguïté, c'est que si aujourd'hui nous plaidons à ce que cette convention soit revue pour qu'on redonne le pouvoir à la FECAFOOT, c'est aussi pour dire que la FECAFOOT doit s'arrimer aux normes internationales, en vigueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le team coaching. Quand on recrute un coach, le coach vient avec tout son staff. Effectivement. Qu'on arrête ces camerounaiseries tropicales et ces singeries tropicales qui voudraient qu'on nomme l'entraîneur, on lui impose des assistants qui ne lui sont pas convenables. Et des collaborateurs qui ne lui sont pas convenables. Il faut déjà pour cela que lui-même soit nommé, soit désigné dans des conditions qui respectent les règles de l'art. C'est ça, moi, je ne comprends pas. C'est ça le problème. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, on t'a dit que... Sao a été nommé de la même façon. On ne va plus rentrer dans le débat juridique. On ne va plus rentrer dans le débat juridique. On ne va plus rentrer dans le débat juridique. Il faut qu'on avance. On ne va plus rentrer dans le débat juridique de la mise à disposition. Non, moi je ne suis pas dans la mise à disposition. La FIFA a demandé de revoir. Mais la FIFA aussi a demandé d'appliquer l'article 9, de respecter la convention. Nous, on a laissé lier. Maintenant, c'est pour ça que je dis que le président de l'Assemblée nationale parle d'accalmie, peut-être parce que les Lions ne disputent pas des matchs pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Septembre, c'est plus loin. Non, je vous ai dit qu'il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. Tout le monde a dit, la majorité des panélistes ici ont dit, il faut que la FECAFOOT accepte de respecter la convention et
d'engager immédiatement. Accepte d'abord que Donc, c'est la FECAFOOT, dont la fédération doit faire profil bas. Je suis un peu gêné. C'est par là qu'il faut commencer. Je suis franchement C'est gêné. par là qu'il faut Je suis franchement gêné parce que la notion de tutelle, c'est-à-dire qu'elle est totalement galvaudée. C'est-à-dire qu'il faudrait que la République est dans la rue. La République n'est jamais dans la rue. La République n'est jamais dans la rue. C'est cette même République qui a donné cette concession de pouvoir aux fédérations. Ce n'est pas parce qu'on parle... Oui, mais dans la FECAFOOT, dans l'agrément, on te dit bel et bien que ta tutelle, c'est elle. Ça, c'est clair. Ça ne se discute pas. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu ne veux donc pas qu'on parle de la tutelle? La loi est claire. La loi de 2018 est très claire. Le pouvoir de tutelle, il se limite à une seule chose. Oui. Il se limite à une seule chose. Il se limite à ce que le ministère des Sports veille à ce que les fédérations, les textes de la fédération soient conformes à la loi, au règlement. Moi, je m'amuse avec les Camerounais. Le pouvoir de tutelle, avec les Camerounais, c'est que les Camerounais sont partisans en fonction, surtout quand ils entrent dans la fibre tribale. Le problème de fond ici, parce que je laisse le Cameroun, je vous rappelle que un président de la Fédération française de football a été démis de ses fonctions avec l'autorisation, sous l'impulsion du ministre des Sports, simplement parce qu'il a eu un propos désobligeant vis-à-vis d'une école. La loi du sport en France n'est pas la même qu'au Cameroun. C'est pour ça que je non, revenons à la loi. Revenons à la loi. Ne nous égarons pas. Ce que Mathieu dit est pertinent. Comparaison n'est pas raison. Parce que n'oublions pas aussi que le ministère a ce rôle supérieur envers la fédération parce que c'est le ministère qui est en charge de payer. Non, le ministère ne paye rien. C'est l'employeur direct. C'est l'employeur direct. C'est l'État du Cameroun qui paye. Oui, à travers le ministère. Non, c'est l'État du Cameroun qui paye. L'État du Cameroun paye avec des mécanismes. Oui, c'est l'État du Cameroun qui paye. C'est l'État qui demande au ministère des Finances de prendre quelqu'un en compte. La FECAFOOT, les fédérations ne sont pas des organes déconcentrés du ministère des Sports. C'est-à-dire que c'est des institutions... Il faut savoir que l'équipe nationale n'appartient pas à la fédération. Oui, je veux dire. Quand vous enlevez, quand vous prenez cette notion-là, lisons la loi. L'équipe nationale de football, toutes les autres équipes nationales de basketball appartiennent à leur fédération. Non. Aucune équipe nationale n'appartient à sa fédération. Oui, ça c'est vrai. Toutes les sélections nationales appartiennent à l'État du Cameroun. Je voulais qu'il arrive là-dedans. Dès qu'il a reconnu le débat, ce qu'il faut savoir, c'est là où je voulais le dire. Je voulais que lui-même le dise. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion technique, la gestion administrative, la gestion sportive, vous savez, c'est les équipes du volleyball qui ont un problème avec le ministre qui veut rapporter, sont de la responsabilité de la fédération. C'est-à-dire que dans le cas actuel, tel qu'on vous entend parce que j'entends souvent que l'État a donné, c'est comme l'État paye, c'est l'État. L'État va toujours payer. Et l'État va toujours payer. C'est lui qui paye. Donc, alors, je vous ai pris. Donc, finalement, on comprend que, bon, la situation risque de ne pas se résoudre. Si déjà sur la table. Non, ce n'est pas nous qui la résolvons. Ce n'est pas nous qui la résolvons. Je vois que les gens font les débats de personnes. Moi, ils parlent au téléspectateur pour éclairer la lanterne. Donc, c'est-à-dire, on vous comprend aujourd'hui, la fédération doit faire profil bas. Et accepter et prendre acte définitivement. Et engager le processus d'amendement de la convention telle que la pour reprendre le pouvoir. Pour reprendre le pouvoir. Comme a dit la FIFA. Tant que la convention est là, tant que la convention est présente et que directement la fédération ne l'accepte pas, elle se met même une balle dans le pied parce que il faut bien qu'elle sache que au niveau des différents fédérations des équipes nationales sportives au Cameroun, de l'ensemble des confédérations, c'est l'État du Cameroun qui est en charge de payer les staffs techniques. Et de surcroît, elle se doit d'avoir un droit de regard et un droit de... Voilà, en ce moment, elle a beaucoup de responsabilités. L'État a toujours payé. Je dis ceci, je dis, tu prends ton enfant, tu prends ton enfant, tu le mets à l'internat.
il n'est pas l'enfant de l'internat. Oui, il demeure enfant. ton enfant. Tout à fait. Hein? Mais il respecte, il fonctionne selon les règles de l'internat. Il fonctionne selon les règles de l'internat. Ce n'est pas l'internat qui paie sa scolarité. Et donc, c'est toi le parent qui dans paie. le cas de figure, il se passera quoi? Ce n'est même pas, l'exemple là n'est pas. Je dis encore que, je dis encore que, il y a un décret. Il y a un décret. Il y a une convention qui a défini les règles qui régissent. Et la convention de 2015. Et puis, la convention, c'est la loi des partis, elle est au-dessus du décret sur des dispositions bien précises. Je dis encore ceci. Il faut qu'on le répète. Parce que les gens ont fait comme si la convention est au-dessus de tout le décret. Non, elle est au-dessus du décret sur les dispositions bien précises. Qu'est-ce que le décret dit? Le décret dit que la convention ne peut porter que sur les questions de la gestion financière. Donc, si vous me dites que la désignation des sélectionneurs relève des questions financières, alors je suis d'accord avec vous. Puisque c'est lui qui paye. Non, ça n'a rien à voir. La gestion financière est tenue par l'État du Cameroun. Quelle devrait être la posture de la FECAFOOT actuellement, d'après vous? Moi, je pense que ce n'est pas que la FECAFOOT. Ce n'est pas que la FECAFOOT. On parle de la FECAFOOT pour le moment. On va parler des autres disciplines. C'est tous les acteurs qui sont concernés par ce problème. Il y a le ministère des Sports, il y a la FECAFOOT. Moi, je plaide personnellement pour que les gens s'asseyent. Que les gens... Qui va donc organiser la rencontre? Mais ils sont assez grands. Ils sont assez grands. Je dis encore... Il faut d'abord que la fédération reconnaisse la tutelle. Parce que depuis, la fédération ne reconnaît même pas la tutelle. Ne reconnaît plus ça. Comment ça? Vous avez vu la dernière lettre? Quand on écrit à son supérieur, moi, le petit truc que je connais, on dit j'ai l'honneur de. Mais la lettre, c'est quoi? C'est comme si on donnait une injonction. Ça veut dire, tout simplement, comme Nathalie vient de dire là tout à l'heure, que le ministère, la fédération ne reconnaît même pas la tutelle. Regarde la dernière lettre où il veut qu'on paye. On dit quand même j'ai l'honneur de. Quand vous faites une demande, mais regardez, c'est comme si on donnait une injonction. C'est-à-dire qu'on est dans une posture... La situation est... Toujours tendue. Voilà. Même dans la rédaction administrative, la situation, quand tu la lis, tu la sens tendue. Donc on va scruter l'actualité pour voir évidemment ce qui va se passer avant le démarrage des éliminatoires de la CAN 2025. On verra bien ce qui va se passer. Donc rapidement, on va parler des sports équestres avant de rentrer dans les JO. Sport équestre pour signaler que l'esplanade du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé a donc servi de cadre en fin de semaine dernière à la cérémonie de présentation des médailles obtenues par la Fédération camerounaise des sports équestres au cours de la saison épique 2024. Occasion pour cette fédération justement d'annoncer son intention de vulgariser ces disciplines dans toutes les régions. Reportage. C'est à l'esplanade du siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé que la Fédération camerounaise des sports équestres a présenté les différentes médailles obtenues au cours de l'année épique 2024 au président Ahmad Kalkaba Malboum. Je voudrais à cette occasion me réjouir de l'expérience que nous avons acquise, de l'expertise que nous avons pour organiser des événements sportifs que nous envient nos voisins. Et c'est dire que si les possibilités nous étaient données, nous pouvions porter très haut le vert jaune. Et c'est ce que nous avons fait tout au long de la saison épique 2024. Et c'est ce fruit-là que nous avons décidé de montrer, certes, aux principaux destinataires que sont le Comité national olympique, présidé par le colonel Ahmad Kalkaba Malboum et le ministre des Sports. Mais c'est également aussi de dire aux Camerounais, qui sont nombreux à ne pas savoir que ce sport est certainement le sport le plus populaire dans les 3 régions septentrionales et qu'il mérite d'être connu et adopté dans toutes les autres régions. Créé il y a plus de 20 ans, l'ambition affichée désormais est de vulgariser les sports équestres dans toutes les régions du Cameroun. Il y a plus de 20 ans
nous pensions mettre sur pied la Fédération camerounaise des sports équestres, je ne voyais pas que les résultats que nous avons obtenus aujourd'hui étaient possibles. Donc c'est un sport qui est en progrès. Et je voudrais ici saluer les résultats de cette fédération, féliciter M. Kamsoulouma Bakabir qui en est le président, et tous ceux qui ont pu apporter une contribution d'une manière ou d'une autre pour que ce sport à la fois culturel et compétitif soit en développement. Pas seulement dans les parties septentrionales de notre pays, mais aussi dans l'ensemble du Cameroun. D'autant plus que sur le plan international, la FECAS, à l'image de Francis Ngannou, veut hisser très haut les couleurs du Cameroun. Toutes médailles confondues, nous sommes à plus d'une trentaine de médailles. Et pas seulement à l'intérieur du Cameroun, mais même autour des pays amis. C'est-à-dire lorsque nous compétissons avec les pays amis, le Nigeria, le Tchad, ces pays amis, comme je viens de le dire. Ça veut dire que ce sport-là est vraiment pris en compte par la FECAS. Aujourd'hui, nous allons atteindre sans hésitation, dans les mois à venir, dans les années à venir, le seuil de rentabilité que nous pouvions espérer pour que le Cameroun puisse briller comme d'autres fédérations, comme Ngannou a fait briller le Cameroun. Le sport équestre sera connu dans le monde dans les mois à venir, Inch'Allah. La cérémonie de ce 4 juillet 2024 intervient au lendemain de l'organisation du Grand Prix international du Cameroun à Maroua en mai dernier. Compétition qui marquait ainsi la fin de la saison sportive à la Fédération camerounaise des sports équestres. Pour cette cérémonie, vous voulez y réagir, Mathieu? Oui, parce que il y a 20 ans et plus, 22 ans, oui, lorsque j'étais responsable, directeur de la rédaction d'un journal que j'avais promu qui s'appelait Sport Panorama. Et ce sport-là, monsieur l'honorable Kamsouloum faisait déjà beaucoup pour ce sport. Et à l'époque, sans plus, le PMUC avait l'ambition de promouvoir sur le plan national les courses nationales à Kumbo et dans le Nord. Malheureusement, après, ça a disparu. Je crois que cette fédération manque de l'accompagnement des pouvoirs publics. Il faudrait que l'État, le ministère l'accompagne. Aujourd'hui, on peut se féliciter des médailles que nous avons gagnées en compétissant, en se rivalisant avec les pays voisins. Ouais. Mais je crois le Tchad. Le Nigeria, le Tchad, mais on était chez nous. Il faudrait qu'on aille gagner ailleurs pour mesurer nos performances. Et je crois que si on aille dans les compétitions véritablement africaines pour voir nos performances. Mais avant ça, je crois qu'il y a un travail de fond à faire pour que le PMUC, qu'on cesse de parier sur les courses de chevaux en Europe et qu'on parie sur les courses de chevaux chez nous, comme on le fait déjà au Sénégal. C'est un travail profond. Comme on le fait déjà au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc on ne peut pas continuer. Et ça, en le faisant, on va promouvoir et mettre beaucoup d'investissements dans le sport équestre au Cameroun. Et donc, je crois qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. C'était un projet qui était en train de mordre dans les années 2002-2004. Et après, ça a disparu. Et je félicite la témérité de l'honorable Kamsouloum, mais je crois qu'il a besoin d'être accompagné, parce que c'est aussi l'un des présidents qui est là depuis. Je voudrais dire qu'il doit passer la main, mais on n'a pas vu ce qu'il a fait. Il est en train de se réveiller. Qu'on le laisse mener un peu le combat et qu'il passe la main, mais je dis qu'il faut que les pouvoirs publics s'investissent et qu'une société comme le PMUC qui fait dans le pari des jeux équestres accompagne fortement, parce que c'est l'argent des Camerounais. On ne peut pas toujours prendre l'argent des Camerounais et les transférer en Europe pour enrichir les coureurs en Europe, alors qu'on peut investir dans les courses équestres au Cameroun. Il faudrait qu'une réflexion soit menée là-dessus. Moi, j'ajouterais même, si vous permettez, parce que lui, il a même pris dans les années 2003-2004. Voilà, pendant les indépendances, justement, ce sport avait eu une promotion assez élevée, avec le fameux hippodrome à Yaoundé. C'est-à-dire que c'est les colons blancs qui pratiquaient déjà ce sport à Yaoundé. Donc, l'honorable a juste continué le travail comme il a si bien dit, et il faudrait effectivement que la tutelle
qui est le ministère des Sports, accompagne, à travers l'État, accompagne ce genre de sport pour voir. Et qu'on oblige le PMUC. Et qu'on oblige. Et ça, c'est des possibilités. Ça, pas que c'est des possibilités. Il y a même des obligations qui te permettent, avec ces sociétés, ça je le dis d'autorité, qui vous disent que si vous essayez de promouvoir un quelconque sport, c'est-à-dire quand vous mettez l'argent, nous pouvons faire des réductions au niveau peut-être de vos taxes fiscales et autres. Donc c'est aussi des possibilités. Ça veut dire qu'ils ne perdront en principe pas. S'ils injectent quelque chose, nous aussi on pourra réduire. C'est même une raison pour laquelle vous avez invité le journal Semeng à l'époque. Il était venu ici essayer de voir certaines grosses sociétés, entreprises pour pouvoir promouvoir le championnat Ligue 1 qui était organisé à cette époque-là, jadis, par la Ligue professionnelle qui vit aujourd'hui sur le papier, mais qui ne vit pas sur le terrain. Tout à fait. Merci bien pour vos contributions. On va donc rester au comité olympique parce que c'est là-bas que s'est déroulée hier la cérémonie de revoir aux athlètes de la Cameroun Olympic Team. Ces athlètes, ils sont 6 qui viennent de 4 disciplines et qui iront donc représenter le Cameroun à ces Jeux olympiques Paris 2024. On peut rappeler les disciplines concernées, c'est l'athlétisme avec Emmanuel Essemé et Linda Ngounou, le judo avec Sophie Anita Mbela porte-étendard, tennis de table avec Sarah Nana Anfou et puis natation Mabé Hingelo et Sergio Guichet. Voilà donc pour la Cameroun Olympic Team qui quitte Yaoundé ce soir et qui va donc représenter le pays à ces Jeux olympiques. Matin Mapak, déjà, quelle est votre analyse par rapport à la constitution de cette délégation camerounaise, notamment sur le plan sportif? Il faut dire merci à Dieu qu'on en a eu 6 qui sont partis. On constate qu'il n'y a pas de sport collectif. Cet état de choses est à l'image de l'état du mouvement sportif depuis la cacophonie qui s'est installée en 2022-2023 au travers du processus électoral qui a débouché sur des impostures et des forfaitures qu'on ne peut pas décrire ici. Et je pense que au niveau du Comité national olympique, si on s'occupait vraiment d'encadrer les sportifs de haut niveau, parce que c'est ça sa mission. C'est ça la mission du Comité national olympique. C'est-à-dire que d'encadrer les sportifs de haut niveau, les préparer justement à faire des performances qui leur permettent de prendre part à ces Jeux. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? On constate que le Comité national olympique est là pour homologuer des exécutifs de fédération. Ils sont totalement de leur rôle. Ils sont là pour faire des radiations qui n'ont aucun sens, qui ne sont basées sur aucun code éthique, alors qu'il y a des questions éthiques de certains de leurs membres qui sont prégnantes au moment où nous parlons, et on les entend pas parler. Et c'est la même chose avec le ministère des Sports, c'est-à-dire qu'on est dans une carence de vision sportive du Cameroun. On est dans une... On voit quand même sur cette photo la présence de votre président Serge Abouem, de la FECA volée. Pour vous, quel est avant de continuer, quel est la symbolique, le message qu'on devait retenir à travers cette image où le président Serge Abouem est là et installé aux premières loges? Il faut, pour restituer la vérité, c'est que M. Abouem, qui est le conseiller technique numéro 2 de M. le ministre des Finances, il représentait son patron qui lui a demandé de le représenter à cette cérémonie. Mais dans tous les cas, il faut savoir. Parce qu'il y a eu d'autres lectures. Il faut savoir. En fait, chacun est libre d'avoir sa lecture. Chacun est libre d'avoir sa lecture, mais il faut comprendre il faut que les Camerounais comprennent que la compréhension qu'ont le ministère des Sports, le ministre des Sports
et le président du Comité national olympique dans cet imbroglio qui a été créé autour de la FECA Volley que moi je connais, n'est pas la même lecture qu'ont les autres personnalités, les autres institutions de l'État. Et la preuve nous en a été donnée avec, je ne veux pas sauter sur le sujet sur lequel nous allons parler tout à l'heure, avec le professeur Difo, avec qui le ministre des Sports et le président du Comité national olympique ont reçu un gros pied de nez. Ils ont reçu un gros pied de nez. Ça, c'est votre interprétation, oui, ça. D'accord. Puisque vous avez lu les correspondances. On va y revenir vous avez lu les correspondances du ministre des Sports. Martin, on va y revenir, puisque le sujet sera juste après. Et vous avez eu la réaction de la présidence de la République. Donc maintenant, le Cameroun, Serge Zambo, 6 athlètes seulement à ces Jeux olympiques 2024. Vraiment, comme tu dis, c'est déplorable. Je pense que c'est après les tout premiers Jeux, ou les deuxièmes Jeux, où nous avions 5 athlètes. Cette fois-ci, nous sommes à l'époque moderne. Nous partons plutôt avec 6 athlètes. On ne pourrait pas dire que c'est une moisson qui est assez florissante. Elle n'est pas bonne. Ça veut dire que nous sommes naturellement très très en retard. Au niveau de l'athlétisme, on n'a pas pu avoir peut-être certains minima. À la natation, peut-être on aura... Parce que je me souviens, lors des JO en 2020, nous avions une Camerounaise qui faisait la natation, mais qui s'est retrouvée plutôt... Elle s'entraînait en Italie. Je ne sais pas si ceux qui quittent le Cameroun sont 6. On va ajouter peut-être certains d'autres qui sont en Europe. Mais là, Nathaniel secoue la tête, lui qui est bien imprégné dans la chose. Ça veut dire que si c'est vraiment la moisson est très très faible. Bon, cela est dû à quoi? Je ne peux pas savoir. Peut-être que mon ami Martin nous a dit exactement ce qui se passe, mais je me dis qu'on devrait franchement nous mettre au travail, prendre le taureau par les cornes. Parce que là, nous n'avons rien au lancer de poids. On avait à l'époque un Bango qui essayait de faire le jump, les longs pieds, ainsi de suite, donc le saut en longueur. Mais là, et même, ça se voit également. Moi, je ne parle pas de l'organisation, je vois un peu ce qui s'est passé ici aux Jeux africains, ou au championnat d'Afrique, où je ne sais pas si on a eu 2 médailles. Si peut-être, je vois celle, la médaille d'argent d'Essémé. C'est celui qui court. Donc, la compétition a été organisée bel et bien au Cameroun. Donc, c'est assez ahurissant. Ça fait même un peu honte. C'est-à-dire que lorsque dans 2 semaines, au défilé, on verra 6 athlètes, pendant que peut-être ailleurs, on verra en Afrique, on verra peut-être 12, 13. On devrait quand même essayer de maintenir la cadence que nous avions dans les années d'antan. Donc, où sont partis tous ces pratiquants-là? Comment ils se sont... Ben non, en sport individuel, nous savons exactement ce qui s'est passé en football, avec tout le rififi qui se passe à gauche, à droite. Les femmes n'ont pas pu aller, les hommes également. Bon, on redescend au basket récemment. On a vaincu le Brésil. Le dernier espoir pour pouvoir partir. On a même gagné le Brésil, mais qui va se retrouver aujourd'hui aux Jeux Olympiques. Donc on ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Et à un moment donné, le Tony qui nous... À un moment donné, on nous a dit, dans la liste du sélectionneur, je parle du basket, on nous a parlé là de l'arrivée de Siakam, qui a suscité beaucoup d'espoir. Au point où, quand les Lions jouaient, je courais à la maison parce que je me disais que j'allais enfin voir Siakam et les autres. Or, je me dis que si on avait eu... retenu, finalement, il n'était pas là. Il n'était pas là. Bon, maintenant, au volet dames, on sait ce qui s'est passé. Donc, à la fin, on se dit qu'il y a beaucoup à faire. Ça, je parle des sports collectifs. Le sport individuel, même jusque là, où sont passés nos boxeurs, nos haltérophiles. On avait même une forte communauté de boxeurs. Généralement, on avait même beaucoup, même pour la participation, on avait beaucoup de boxeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'arrêtais, tu disais que non, je vais à TV5 parce qu'il y a un Camerounais qui va combattre là tout à l'heure. Où sont passés les boxeurs? L'haltérophilie, elle est où? Les lancers de disques. Hein? J'ai vu une dame qui lançait à un moment donné le disque, qui était quand même aux Jeux Olympiques. Bon, aujourd'hui, elle est anglophone. Aujourd'hui, tout ce beau monde... Elle est portugaise aujourd'hui. Voilà. Tout ce beau monde a disparu. Il faut revoir vraiment la politique au niveau du Comité national olympique. Voilà. La politique d'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, les faits sont là. Nous n'avons pas assez d'athlètes.
au JO en France en 2024. Au comité national olympique, Mathieu, on nomme les exécutifs de fédération. C'est leur nouveau boulot. Mathieu, est-ce que le fait d'avoir peut-être un nombre plus élevé peut avoir systématiquement un impact au niveau des résultats? Non, le problème n'est pas d'avoir un nombre élevé pour les résultats au JO. Mais ici, là, c'est pour montrer le dynamisme du sport camerounais. Quand on est sur le continent africain, on regarde le nombre d'athlètes que les autres pays avec lesquels on se rivalise conduisent au JO. Et quand on regarde que nous sommes seulement avec 6 athlètes, c'est une honte. C'est un échec lamentable. Et il faudrait que le Comité national olympique emporte la toute responsabilité. Il ne faut pas faire la langue de bois. Dans d'autres pays, quand on sort des Jeux, même quand on va aux Jeux olympiques, on connaît déjà la pépinière qui va pouvoir remplacer ceux qui vont à ces Jeux. Et on les encadre pour prendre la relève. Vous ne pouvez pas avoir une Bango qui a gagné 2 médailles d'or au triple saut et qu'elle est disponible et que le Comité national olympique ne l'exploite pas pour préparer la relève. On a toujours eu des boxeurs au JO. On ne peut pas comprendre qu'on n'est pas des boxeurs. On a des sports comme le volleyball, le basketball, le handball et le football qui sont des sports collectifs féminins et masculins qui étaient des potentiels sports qui pouvaient être qualifiés à ces JO. On ne l'a pas fait. C'est pour la question des JO, c'est entièrement la responsabilité du Comité national olympique qui doit mettre des moyens, elle en a les moyens, pour accompagner les fédérations à travailler, à préparer ces relèves. Malheureusement, chez nous, ces moyens-là, on ne les voit pas redistribués dans les fédérations. On ne les voit pas dans l'accompagnement même des athlètes qui réussissent individuellement à réaliser les exploits. Parce que quand on a 6 athlètes, vous allez voir qu'il y a 4 qui ont pris leur minimum en Europe, qui résident en Europe et qui ne sont pas résidents au Cameroun. C'est pour ça que je dis que c'est un échec. Si on n'avait pas eu cette coopération, si on n'avait pas ces athlètes qui sont peut-être sur le plan académique en Europe, ils n'auraient pas pu avoir cette qualification. Qu'est-ce que sur le plan local on a fait? On sait dans quel environnement nos boxeurs se sont préparés et sont allés chercher les qualifications. C'était pas... on sait la thérophilie qui a toujours eu des qualifications. On n'en a pas. Et on sait que c'est une pourvoyeur de médailles. On n'en a pas. Donc, c'est un échec. Et je dis qu'on ne peut pas toujours se taire et continuer à dire on s'en va faire des cérémonies de départ où on voit 30 accompagnateurs pour 6 athlètes. 32 accompagnateurs pour 6 athlètes. Oui, je comprends qu'un seul athlète par discipline, si on voit son coach, malheureusement, quand on voit la délégation, les athlètes, même leurs coachs ne sont pas là. Exactement. Leurs coachs ne sont pas là. C'est les administratifs qui s'en vont se balader pour avoir les frais d'émission, mais les athlètes même n'ont pas leurs coachs qui sont retenus dans ces listes. Il faudrait que le ministre tape le poing sur la tête. Je ne sais pas comment il peut avoir laissé ça passer. Parce qu'il faut dire que dans ces voyages, quand c'est les JO, le ministre n'a pas trop à dire. C'est le Comité national olympique qui a la charge depuis la préparation. Elle doit même offrir comment on appelle ça? Des bourses. Des bourses. Oui. Elle a des bourses à l'Institut au Sénégal qui permet à certains athlètes de se préparer pour avoir des minima. Les boxeurs même s'entraînent. Combien de Camerounais ont bénéficié de ces bourses-là? Combien de Camerounais? Alors qu'il y a la ligne boursière pour offrir. Non, je dis qu'il faudrait qu'on se ressaisisse et que le Comité national olympique, malheureusement, ne soit pas toujours perçu comme cet organe-là où on voit beaucoup plus la chambre de conciliation et d'arbitrage. Parce qu'il faut dire aux Camerounais que la chambre de conciliation et d'arbitrage n'appartient pas au Comité national olympique. Il est simplement logé là-bas. Voilà. Il est seulement logé là-bas. Et donc, il faudrait qu'on cesse que les décisions qui viennent là-bas
fasse beaucoup plus de divers au comité. Mais le comité national olympique, d'abord, aussi a un véritable problème. Et c'est le problème du Cameroun, c'est que nous sommes dans un pays qui est un pays comme si on marchait sur la tête. Je l'ai toujours dit, et c'est sur ce plateau, pour sortir. Le comité national olympique est comme l'agent de régulation des sports qualifiés pour les fédérations qui sont reconnues pour les Jeux olympiques. Et pour ce fait-là, qui sont reconnus dans le mouvement olympique, pour ce fait-là, elle doit donc travailler de concert pour développer. Malheureusement, beaucoup de fédérations ne reconnaissent même pas le comité olympique comme ces structures-là. On vient de voir, il n'y a que la fédération EQUESTRE qui vient de reconnaître, qui s'est soumis, qui s'est comporté là comme une vraie fédération, qui se soumet à la tutelle, au régulateur. Ça, c'est vrai. Mais les autres fédérations ne se comportent. Vous allez voir que quand ils reconnaissent le comité national olympique, c'est pour aller obtenir des décisions qui les mettent en avant, qui créent le bicéphalisme dans les fédérations. Non, je dis que non. Il faudrait que ça cesse. D'accord. Jérôme Bango, donc, il faudrait peut-être, comme dit Mathieu, que le CNO puisse véritablement mettre sur pied une stratégie afin que, peut-être lors des prochains Jeux olympiques, que le Cameroun puisse quand même afficher une délégation assez conséquente pour y aller. Il faudra tout simplement dire... Est-ce qu'il faut se poser la question si le président du comité national olympique ne connaît pas sa propre mission? Parce qu'il faut dire qu'il est là depuis longtemps. Et qu'au lieu de suivre plutôt sa mission, a tout simplement le droit de regarder sur des fédérations, comment ces fédérations sont chapeautées, sont organisées et autre chose. Moi, je crois qu'on a vu simplement les Jeux africains du côté du Japon et on s'est rendu compte que... Les championnats d'Afrique, je veux dire, d'athlétisme. On s'est rendu compte qu'aux Jeux olympiques, les athlètes camerounais n'auront pas grand-chose à prouver. Parce que s'il faut voir, au niveau des 100 mètres, on a vu le Libérien qui s'est tenu au fond avec Semé. Ça n'a pas été facile. C'est les gars qui ont les bourses, comme venait de dire Mathieu, du côté des États-Unis. Non, mais il faut avouer que je sens te couper, Semé n'est pas mal. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et Semé dit que le fusil, il ne l'a pas entendu. C'est pour ça qu'il a eu un retard au niveau du démarrage. Oui. Parce que moi, j'étais sur place. Excuse-moi. Non, c'est que tu dis. J'étais sur place parce qu'il part en retard et pouvoir rattraper ce gap pour finir deuxième, pour moi, c'était un espoir. À un moment donné, on a même pensé qu'il était sorti parce qu'on attendait la photo finish, comme on dit. C'est la photo finish qui a pu déterminer que le Libérien a gagné. Or, le Libérien, lui, il a fait une course normale. Je pense que si il m'aurait fait la même course normale, on n'en serait certainement pas là. J'ajoutais juste un peu de ton D'accord. Je crois qu'il faut simplement dire qu'au niveau du travail de fond du comité national olympique, il y a beaucoup de manquements. Ça, il faudra le souligner déjà. Mathieu l'a si bien dit sur ce plateau. Et il faudra aussi penser à la relève. Parce que déjà, nous sommes aux Jeux olympiques Paris 2024. Et si on ne projette pas l'avenir, si on ne projette pas qui devrait remplacer François Mango, qui devrait remplacer tel bosseur, pour les 2028 et les autres, on va arriver encore peut-être à cette on aura 2 athlètes. Voilà. Et parce qu'on a aussi la chance, tout le monde sur ce plateau-là, si bien dit, tous ces gars-là sont à l'international, tous ces gars-là sont hors du pays. Donc ça fait qu'il revient parfois parce que au niveau du pays où ils résident, ils ne peuvent pas avoir la place, les chances de qualification. Donc ils reviennent donc en Afrique et dans les pays d'origine chercher cette possibilité-là. On a même vu certains Camerounais résidant du côté des États-Unis venir chercher plutôt l'option de qualification pendant le championnat africain. Donc il faut tout simplement dire que on devrait tout bien penser parce qu'il faut dire la matière grise au Cameroun. Le Cameroun en a assez. Maintenant, il faudra donner les possibilités, il faudra mettre des moyens et accompagner ces gars-là pour que plus tard, le Cameroun ne sombre plus. Parce qu'on a vu au basketball, on parlait de Siakam. Siakam avait été en fin de contrat avec les Raptors et il était annoncé au niveau des Indiana. Donc son assurance ne lui permettait pas de venir du côté de Riga à Lettonie pour faire le basket.
On sait aussi que d'autres sports, par exemple le football, avec les U23, ça ne sont pas allés au barrage. Voilà, on a vu les filles, mais il faudra tout simplement dire que ça sanctionne le mouvement sportif camerounais, parce qu'on sait que ces 2 dernières, 3 dernières, 4 dernières années, les fédérations ont passé le temps dans les juridictions en train de bagarrer sur les athlètes, de pouvoir bien les mettre une politique en place. Voilà, donc aujourd'hui, on est victime de ça et puis on ne peut pas, on est fiers de regarder à côté le Sénégal, la Côte d'Ivoire. On est que victime de nos propres turpitudes. Voilà, avoir beaucoup plus des athlètes qu'au Cameroun. Donc on devrait tout simplement faire l'effort de se concentrer sur nous-mêmes et de pouvoir projeter l'avenir. J'aimerais même pour sortir parce que j'aimerais même rebondir sur ta balle, mon frère, pour dire que nous, au volleyball, on avait déjà mis sur pied une pépinière pour Paris 2024. Mais bon, les Camerounaiseries, comme Jock les appelle, n'ont pas permis que ce projet arrive, parce qu'en réalité, c'est ça le rôle du Comité national olympique. Il n'a pas un autre rôle. Son rôle, c'est le suivi et l'encadrement des athlètes de haut niveau. Il n'a pas un autre rôle. La fédération du mouvement olympique. Il n'a pas. Les fédérations sont ses clients. Il n'est pas le patron des fédérations. Les fédérations sont ses clients. Il est régulateur. Il n'est pas régulateur. Il faut lire la loi. Il n'est pas régulateur. Les fédérations sont ses clients, parce qu'il lui n'a pas d'athlètes. C'est les fédérations qui ont les athlètes. Lui, il a le devoir de récupérer. Il traite avec sa matière première. C'est l'athlète. Ce n'est pas la fédération. C'est l'athlète. Il doit coopérer avec la fédération, parce que c'est la fédération qui lui offre l'athlète. Oui, mais notre loi est mauvaise. Ailleurs, en France, et je parle sous le contrôle de mon ami, ailleurs, le Comité national olympique est le régulateur, parce que le régulateur n'est pas celui qui est le patron, mais c'est qu'il l'accompagne, il veille à ce que la fédération qui a une pépinière, du suivi de cette pépinière. Ce n'est pas qu'il est patron, il ne décide pas qui est dirigeant, mais il dit, si tu as les pépinières, comment on peut les accompagner? Nous sommes d'accord. C'est ça le régulateur. Le régulateur regarde que toi qui es sous ma coupole, comment tu fais pour avoir des performances et satisfaire? Entendu ainsi, nous sommes totalement d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Voilà, je crois que c'est sur cette note positive qu'on va refermer cette première partie de l'émission. On va s'intéresser à 2 thèmes importants aussi dans le cadre de cette seconde partie de l'émission consacrée au débat. On va tout à l'heure parler de cette intention du président de la FECAFO de faire appel de la décision de la CAF. Mais avant, on s'intéresse au Nambudo. Vous le savez, les 5e championnats d'Afrique de Nambudo se sont achevés le week-end dernier. La compétition a eu lieu du 5 au 7 juillet du côté de Yaoundé. Sur le plan sportif, au final, le Cameroun l'emporte haut la main avec 20 médailles d'or, suivi du Sénégal, 2 médailles d'or. Et la 6e édition est annoncée en 2025 au Maroc, et aussi le Cameroun pourrait donc éventuellement se porter candidat à l'organisation du championnat du monde de Nambudo. Voilà un peu pour quelques éléments qu'on pourrait retenir sur le plan sportif. Mais à côté de cela, on a vu Mathieu Nathanaël Ndjok que quelques jours seulement avant l'organisation de ces championnats d'Afrique de Nambudo, il y a eu pas mal d'échanges épistolaires. Il y a eu le ministre des Sports qui a donc saisi la présidente de la FECA Nambudo, le professeur Justine Ndifo, pour estimer que bon, voilà, elle est suspendue par le Comité national olympique, ne devrait donc pas organiser ces championnats d'Afrique. Là, c'est dans une correspondance qu'on a vue le 28 juin. Et puis le 2 juillet, c'est le Comité national olympique qui est donc sorti aussi pour effectivement
rappeler que la présidente n'a plus donc qualité pour poser des actes légitimes au nom de la Fédération camerounaise de Nambudo et qu'il s'agissait là d'un cas de vacances au poste de président de cette fédération. Sauf que certaines informations ont aussi circulé sur les réseaux sociaux, puisque le ministre estimait qu'il n'y a pas eu le haut patronage, il n'y a pas eu l'accord au niveau de la présidence par rapport à cette compétition. Donc finalement, cet accord est arrivé et puis la compétition s'est tenue avec à la tête la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo. Quelle est la lecture que vous avez justement fait par rapport à ces différentes sorties, juste à la veille quand même de cette compétition qu'on savait qu'il allait se dérouler dans notre pays aux dates indiquées? Bon, il faut simplement dire que nous sommes dans un imbroglio administratif au Cameroun qui nous perd en conjecture. Je vais restituer les faits. Le ministre, contrairement à ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux, moi je ne lis pas les réseaux sociaux, je suis un journaliste, donc je vais à la source. Le problème, c'est le ministre qui valide, qui donne le cutus à la fédération, donc à la présidente Justine Difo, d'accueillir les championnats d'Afrique de Nambudo. Et puis, au moment où cela doit se dérouler, quand c'est les championnats d'Afrique, c'est quand même continental, il faut avoir l'aval de la présidente de la République. Et donc, le ministre fait la démarche qu'il faut auprès de la présidente de la République pour le déblocage des moyens, pour le parrainage, parce que quand c'est le championnat, c'est le président de la République qui doit être représenté. Et donc, pour le parrainage du président de la République. Donc, simplement que ça traîne. Et entre-temps, pendant que ça traîne, les adversaires de la présidente, Mme Difo, qui ont eu gain de cause sur elle à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, ont ramené le sujet sur la table et ont accusé le ministre de soutenir Mme Difo. Et donc, monsieur le président du Comité national olympique a écrit au ministre pour lui dire de respecter les décisions du Comité national olympique conformément à la charte des sports et de les faire appliquer. Le ministre embarrassé sur cette question et au regard du fait que la présidence ne s'était pas encore prononcée, a donc saisi la présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo pour lui dire que, au regard des tests, au regard de la décision de l'application, au regard du fait qu'il a l'obligation de respecter les tests conformément à ce que le président du Comité national olympique lui avait déroulé comme argumentaire, qu'il a reproduit, il ne se voit pas en train de travailler avec elle pour l'organisation de ces Jeux. C'était ambigu, mais on n'était plus dans une situation où on peut annuler les championnats, ni les repousser. Les championnats étaient déjà là, les délégations étaient déjà là. Puisque le ministre demandait la désignation d'un responsable de la fédération qui pourrait assurer... pour assurer l'interlocuteur, à défaut d'avoir, dans cette situation où la présidente n'avait plus la légalité et la légitimité selon la décision. Donc, et c'est pour ça que dit qu'on est dans un imbroglio juridique. C'est le jour où, le 5 juillet, le jour où il y a ouverture des championnats d'Afrique, que la présidence écrit pour valider son très haut accord de la présidence de la République, pour valider, pour demander au ministre d'aller représenter le chef de l'État. C'est un imbroglio quand même. C'est un imbroglio. Ce n'est pas à cette date-là que le ministre, il ne sait plus quoi faire. Il fallait déjà ouvrir les jeux et en même temps, donc, c'est dans cet imbroglio-là qu'on se trouve. Et moi, j'estime que... Et puis, aujourd'hui, ça s'est déroulé avec Mme Difo. J'estime simplement qu'on est dans un véritable imbroglio et que je dis qu'il faudrait que la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique essaye d'être beaucoup plus impartial et essayer de se crédibiliser et d'asseoir son autorité sur les décisions des conflits sportifs. Si elle continue à être très complaisante, elle nous embarque dans ce que nous avons vécu avec le Nambudo et dans ce qu'on voit très souvent. Parce que les affaires du sport ne doivent pas aller dans les tribunaux civils. Elles doivent se juger au Comité national
à la Chambre de conciliation. Il faut changer la loi. Il faut changer la loi. Simplement qu'aujourd'hui, on se trouve dans cet imbroglio où il y a trop de complaisance, où j'ai l'impression qu'il y a trop de copinage, de copains-copains. Et donc, moi, je dis que ça ne nous a pas aidés. Ça aurait pu ternir la notoriété du Cameroun à ces championnats d'Afrique. Et je dis que, et aujourd'hui, on voit que malgré cette décision, c'est le professeur et président du Nambudo, Justine Difo, qui a présidé ces cérémonies, qui a mis ses athlètes en commission. Ça nous a rapporté des médailles. Je ne suis pas sûr que si on l'avait changé à la dernière minute, ces athlètes-là auraient compétit. On se serait retrouvé dans le bicéphalisme qu'on connaît au volleyball. Et je prie que véritablement, le ministre doit aussi savoir prendre ses distances vis-à-vis de ces situations-là pour ne pas trop, parce qu'on a après passer ces positions, on a dans sa volonté de faire, c'est un homme de droit, dans sa volonté de respecter le droit, on a l'impression qu'il est partisan alors qu'il veut faire respecter le droit. Mais il faut savoir, moi je voulais interpeller sa capacité, sa position de tutelle. Sa position de tutelle aussi c'est vrai qu'elle n'est pas au-dessus du droit, mais elle a le devoir souvent de se saisir avant que le droit ne se prononce sur ces questions-là pour les résoudre. Alors, Serge Zambo, Mathieu fait bien de rappeler quand même qu'on était à la veille, de cette compétition. Les athlètes africains déjà présents dans nos murs. On était encore sur le plan administratif. Est-ce qu'il ne faut pas peut-être, en cas de problème, comme on dit, c'est pas aujourd'hui qu'on sait par exemple que la présidente de l'Africa Nambudo a été suspendue par le comité national olympique et qui a fait appel. L'affaire est pendante. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être s'y prendre un peu plus tôt pour avoir des clarifications nécessaires? Moi, je pense que lorsque vous savez, aujourd'hui, je crois que le petit Camerounais lambda, au vu de tout ce qui se passe au niveau de nos affaires sportives, il ne peut pas commencer une phrase sans finir au niveau d'une juridiction. On est tellement déjà habitué, c'est partout. C'est-à-dire qu'au football, au handball, je ne sais pas si c'est au handball, au volley, aujourd'hui, fait qu'abord, demain, le Nambudo et tout. Donc je me dis, lorsqu'on va vers une juridiction, quand on a porté plainte, on va vers une juridiction, on s'attend à quelque chose, c'est-à-dire qu'une décision qui est rendue. Et maintenant, si on n'est pas d'accord avec la décision, généralement, dans toutes les juridictions du monde, on te dit d'aller en appel, donc pour revoir peut-être s'il n'y a pas eu un couac lors du procès. Et maintenant, si l'affaire était pendante, la suspension au niveau des juridictions était pendante, je ne vois pas en quoi Mme Difo ne devrait pas représenter la fédération de Nambudo lors de ces... On dit que la peine n'est pas suspensive, mais c'est pour ça que la Chambre de conciliation devrait rapidement se saisir en appel pour trancher. Voilà. Je ne comprends pas. Voilà. Je crois qu'on dit la même chose. Oui. Voilà. Donc, en ce moment, on aurait dû... Parce que moi, je dis, quand les choses se passent entre nous, c'est-à-dire de façon simple, c'est-à-dire on est au Cameroun, les choses se passent entre nous, c'est bon, ça peut passer. Mais quand on a déjà des pays étrangers qui viennent, vous voyez un peu, c'est un peu comme on dit en famille. Le linge sale se lave en famille. Mais quand il y a des l'étranger, il faut qu'on s'arc-boute, qu'on soit mis ensemble pour pouvoir accueillir l'étranger et faire ce qu'on doit faire. Maintenant, quand l'étranger arrive, on ne sait même pas comment faire. On court dans tous les sens. À 1 ou 2 jours, ou à 48 heures, ou à 24 heures de l'événement, ça ne fait pas sérieux. Ça fait franchement pas sérieux. Donc, je répète qu'à partir du moment où l'appel a été mis, en attendant qu'on tranche, on aurait dû laisser Mme Difo, sans souci, mener à bien sa compétition, quitte à ce que le jour où l'affaire est tranchée, ou alors qu'ils aillent vite, c'est eux qui ont, le CNOC à l'intérieur, qu'ils aillent vite avec la procédure, pour qu'en temps réel, qu'on sache exactement qui a fait quoi, et qui fait quoi, ou alors si la suspension est bel et bien confirmée. Mais ce n'est pas de bon augure. Bon, fort heureusement, le ministre, comme il a dit, il a été embarrassé, mais je pense qu'en homme de droit lui-même,
fervent homme de droit, quelqu'un qui maîtrise un peu bien la chose. C'est vrai que quand on mélange déjà droit et politique, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui peuvent... Oui, parce que l'imposition politique, il y a l'assentiment qui s'introduit à l'intérieur. Mais je pense que là, la position qu'il aurait dû, ou alors qu'il a dû avoir, c'est celle d'un homme de droit. Et il a préféré laisser Mme Guifo. Et s'étant même également référé à la hiérarchie. On laissait Mme Guifo terminer la compétition, qui s'est bien passée. Je pense, vous l'avez dit, le rendement, ou alors le rendu est plutôt élogieux qu'en Cameroun. Donc, on est premier avec vous avez dit plus de 20 médailles. 20 médailles en or. Voilà, 20 médailles en or, ce n'est pas... Ça veut dire que quelque part... Et puis, là aussi, ça me touche un tout petit peu. Une dame une compétition africaine, hein, je crois que c'est une compétition africaine. Il y avait toutes les délégations. Elle réussit à vous avoir 20 médailles. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette dame, en dehors du fait que c'est ce que nous attendons? Elle a donné les conditions optimales de préparation. Elle réussit à t'avoir... Ils étaient à Limbé. C'est ça le rendu. C'est ça le rendu. Quand vous allez à une compétition et que vous avez 20 médailles, moi je pense, Nathaël, que c'est à féliciter. 20 médailles sur combien mises en compétition? Les raisons pour lesquelles on va la suspendre sont des raisons vraiment superflues. C'est vraiment superflu. Parce que moi, je pense, à mon humble avis, que c'est le rendu, c'est le travail qui justifie ce que nous faisons. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'on te donne des objectifs, tu les atteins ou tu les dépasses. Je pense que c'est ça qui te permet naturellement de continuer. Hein? Moi, je me serais attendu à ce qu'on me dise que, bon, voilà, la dame, elle a fait ceci, ou on a eu peut-être 5 ou 6 médailles, mais elle a 20 médailles. Et nous sommes la razzia. On ne s'est pas bien préparé, il y a des problèmes olympiques. On n'a pas compris des problèmes de primes, de préparation. Alors, voilà, c'est un peu quand on revient dans l'esprit peut-être du foot, je chute là par là, excuse-moi, ne me reprends pas, rapidement. À un moment donné, le football ne se jouait pas. Ça s'est rejoué. Ça, c'est à mettre à l'actif de la Fédé, de commerce d'aujourd'hui. À un moment donné, il y avait des problèmes de primes. Ça ne se pose plus. C'est à mettre à l'actif. Donc, mais encourageons ceux qui travaillent dans certains. Et maintenant, s'il y a des couacs quelque part, essayons de les décrier pour que ceux qui sont assis les corrigent, tout simplement. Et puis, on va dans le meilleur des mondes possible. Alors, ma part, quelle est votre position là-dessus, hein? On rappelle que la présidente de l'Africa Nambudo avait été suspendue par le conseil d'administration du CNO et puis elle a donc interjeté appel auprès de l'Assemblée générale de ce comité olympique. Il faut déjà rappeler que c'était une suspension fantaisiste et fallacieuse dans la mesure où le comité éthique, dans sa conclusion, avait estimé qu'il ne lui reprochait absolument rien. Donc, c'est par voie magique que le conseil d'administration du comité national olympique a estimé qu'elle devait être sanctionnée. Comment est-ce que vous passez devant un juge d'instruction? Le juge d'instruction dit qu'il n'y a pas d'infraction retenue contre vous. Mais le juge d'audience vient, il trouve le moyen de vous trouver quelque chose. Voilà qu'on est devant un comité olympique qui est comment dirais-je, qui est rancunier, qui a des problèmes, qui veut couper les têtes aux responsables de mouvements sportifs. Et il faut savoir que cette décision inique du Comité national olympique, Madame Difo l'a amenée devant les juridictions compétentes qui ont prononcé la suspension de cette décision. Donc au moment où nous sommes en train de parler, cette décision a été suspendue par le juge des référés. Donc on se retrouve dans une situation de statu quo ante. On se retrouve dans une situation de statu quo ante. Et Madame Difo, elle jouit de la plénitude de ses capacités de présidente de la Fédération camerounaise de Nambudo. Parce que cela lui a été conféré par une décision de justice, quoique provisoire. Donc, quand le ministre lui écrit à travers son directeur des sports de haut niveau, c'était d'abord
quelque chose d'erratique. Et deuxième chose, il y a la correspondance du président du comité national olympique, qui est une autre hérésie, qui est tout à fait une autre hérésie. Et heureusement qu'ils ont été tous les deux retoqués par les services de la présidence, qui, par le choix qu'ils ont porté sur Mme Difo, ont indiqué qu'ils ne sont pas dans les petites fantaisies qui se font au niveau du comité national olympique. Parce qu'il faut savoir que le comité national olympique, son code éthique qui est en vigueur ne prévoit même pas les sanctions qui ont été appliquées. Il faut déjà le savoir. Le code éthique qui est en vigueur ne prévoit pas les sanctions qui ont été appliquées. Donc, c'est des décisions à tête chercheuse. On ne sait pas ce que ces gens cherchent. C'est la lecture que vous avez, parce qu'on se rappelle quand même que lorsque le professeur Justine Difo est suspendu par le CNO, Serge Abouem de la FECAVOLE était... Je ne veux pas parler, je veux pas parler de lui. Voilà. Je veux pas parler de lui puisque dans le cas qui concerne Serge Abouem, on vous parle de manquement à l'éthique. Le manquement à l'éthique est caractérisé par des éléments constitutifs. On ne vous dit pas manquement à l'éthique. Manquement à l'éthique, c'est un fourre-tout. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on dise que vous avez manqué à l'éthique? Vous avez couché des filles comme ça se dit, comme ça se voit, il y a une activité, une actualité qui court en ce moment. Est-ce que vous avez détourné les fonds? Est-ce que vous avez détourné les fonds? De quoi vous reproche? De quoi est-ce qu'on vous reproche? Hein? On connaît ici des présidents de fédération, même au volet, hein, qui avaient des doubles comptes, de la fédération. Un ici, là, un à Paris. Hein, et des fonds qui retombaient là-bas sans que la fédération de ça. Ça, c'est des problèmes d'éthique. Oui. Ça, c'est des problèmes d'éthique. Quand on parle d'un sélectionneur de l'équipe nationale en plein stage qui dort avec la capitaine de l'équipe, c'est un problème d'éthique. Si c'est avéré. C'est un problème d'éthique. Il y a encore la présomption d'innocence. Il y a la présomption d'innocence, mais quand tu as une jeune volleyeuse qui dit tout le martyre qu'ils ont subi, le harcèlement qu'ils ont subi, moi je me demande où sont les associations de défense des droits des filles, des droits de la femme, des droits de l'homme, hein, pour prendre à corps ce problème très sérieux. Ça, c'est là les problèmes, c'est là les véritables problèmes d'éthique. Et puis maintenant, on a dans le même imbroglio, hein, on a d'autres acteurs dans une fédération dite de volley qui a carrément sorti une requête auprès d'un huissier. Je vous en prie, Martin Mapak, pour dénoncer des problèmes d'éthique. C'est pas le sujet. Mais alors, il faudrait que, parce que le problème qui se pose, nous parlons de Madame Difo, nous parlons de Madame Difo, qui a été radiée pour des problèmes d'éthique imaginaires. Pour des problèmes d'éthique imaginaires. Alors que on a des véritables problèmes, présomptions, hein, de problèmes d'éthique pour lesquels on voudrait voir le Comité national olympique, hein, ou bien d'autres institutions de la République prendre le taureau par les cornes. Je pense que le message est passé. Hein, non, c'est bien maintenant qu'il ait chuché sur la présomption, parce qu'il était très péremptoire. Maintenant, il a chuché sur la présomption. Non, je ne me prête pas les mots, Nathanaël, prête-moi de l'argent. Ne me prête pas les mots, prête-moi de l'argent. Non, parce que dans tout votre déroulé, vous étiez vraiment comme un procureur. Je ne suis pas procureur. Sur cette... Comment vous présenter lorsqu'on comprend l'ensemble des copanélistes sur ce plateau, il faut simplement dire, je m'aligne sur ce qu'a dit Mathieu, il faudra éviter souvent, dans le rendu des décisions, mettre un peu l'assentiment là-dedans, parce que ça gêne beaucoup plus certains individus, parce qu'il faut, dans le cas d'espèce de Mme Difo, je crois que
Martin venait de le dire, lorsqu'on se rend chez le juge de référé, c'est pour rapidement rendre certaines décisions qui ont pris la lenteur sur certaines juridictions, parce que le juge de référé a pour rôle ici de rapidement rendre une décision. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le référé de à heure. C'est-à-dire que ça se passe là-bas plus vite. Donc, je crois que s'il fallait dire quelque chose par rapport à ça, la compétition en elle-même s'est très bien déroulée. Le Cameroun a eu assez de médailles et le débat ne devrait plus être là. Maintenant, est-ce qu'elle a bien fait son rôle? Est-ce qu'elle a, bien mené à bien la compétition? Si ça a été bien fait, il faudra lui donner un chapeau et puis lui donner le mandat de conduire la même fédération sur le devant de la scène. Parce qu'il faut parfois éviter beaucoup l'affrontement juridictionnel entre deux parties, parce que c'est ça qui cloue beaucoup plus je vais dire le mouvement sportif au Cameroun, parce que là, chacun ayant son conseil juridique, ça fait que lorsqu'ils s'affrontent, ça rend plus certains, je veux dire, certains devoirs personnels plus difficiles, alors que, par exemple, le MICEP, qui est un éminent homme de droit dans ce pays, devait plutôt jouer le rôle de père de famille. C'est-à-dire que éviter même parfois de prendre les tests juridiques et puis regarder les réalités en face et rendre une décision. Parce que je crois que de temps en temps... à ce moment-là, on va vous demander, il s'appuie sur quoi? Oui, mais si de temps en temps, on s'appuie, si de temps en temps, on s'est rendu compte, on prend le cas exemple de la Fédération camerounaise de football. De temps en temps, qu'il y a problème à la Fédération camerounaise de football, les deux parties ont eu le conseil juridique et ça n'a jamais eu, la Chambre de conciliation d'arbitrage au Cameroun n'a jamais été à hauteur de pouvoir rendre une décision fiable pour l'une des parties. Mais il faudra, par la suite, on est allé plus vers le TAS ou alors vers d'autres juridictions au niveau international, parce qu'il faut dire que les qui rendent plus l'affaire plus difficile, c'est les conseils de chaque partie. Vous allez voir que la fédération dit, moi, mon conseil dit ceci, et l'autre partie dit, mon conseil dit ceci. Oui, il y a la loi qui est au milieu. Oui, mais comme on venait de le dire, on est passé, voilà, lorsque le comité national olympique rend la décision là, comme tu venais de le dire, il faudrait que on apprenne à respecter les décisions de justice. On a un dernier thème à évoquer avant de se séparer. Moi, la dernière question, Serge Zambo, peut-être Mathieu va réagir là-dessus. On a le cas de la présidente de la FECA Nambudo, on a le cas de la FECA Foot, on a le cas du volley. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a comme une défiance des associations sportives vis-à-vis de la tutelle? J'ai l'impression, justement, vous le soulignez bien, que nous sommes dans une situation de rébellion vis-à-vis de la tutelle. C'est-à-dire toutes ces fédérations vont dans ce sens. Mais maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas, si quand on va au cas par cas, vous voyez un peu, on trouve quand même aussi certains arguments, on peut avoir des arguments, des éléments qui permettent de dire que la tutelle aussi s'immisce un tout petit peu voilà, dans le fonctionnement des fédérations. Moi, à mon humble avis, mais je dis que tout ne peut se régler qu'autour d'une table. Et lorsqu'on est autour d'une table, la première chose qu'on doit reconnaître, moi je dis, la première chose qu'on doit reconnaître, c'est reconnaître sa tutelle. La tutelle, c'est tel. Maintenant, on s'assoit. Et à mon humble avis, quand le problème au niveau de la FECA volley commence, moi je me dis, un petit personne, je me suis dit, avec tout ce que le président Abouem a donné, avec tout ce qu'il a fait, voilà. Je me souviens avoir vibré. Je n'étais pas encore, je te l'ai toujours dit, je n'étais pas très fan du volley. Mais quand ces filles-là allaient jouer, quand tu m'as présenté Martin, je le voyais comme un extraterrestre parce qu'il côtoyait ces filles. Quand Martin intervenait sur les plateaux, on a fait plusieurs plateaux ici, et qui te disait qu'il il était avec des filles, ils sont allés, les filles étaient, ça donnait envie. On a vu les trophées arriver, on a vu, c'était là. Voilà. Donc, moi je me suis dit, bon, si à un certain moment, vous sentez décrié, vous sentez que c'est difficile, vous êtes même allé au niveau, parce que ce qui est encore aberrant, c'est qu'ils sont même allés, je crois, à la cour, vous êtes allé à la plus haute juridiction. Pas au TAS, la plus haute juridiction. La Cour suprême. La Cour suprême. Et que la Cour suprême a même donné raison au président Abouem. Donc, je me dis que soit le ministre, un homme de droit, comme on dit, lorsque la Cour suprême a dit, tu laisses faire.
Par exemple, moi je ne vois pas où est le problème. On laisse faire. Ou encore, je peux encore le dire d'une façon ou d'une autre. M. Abom, il a amené le volet pour le Cameroun à un certain niveau. Si vous sentez que ça ne va pas, vous laissez faire. Peut-être que vous pouvez rebondir plus tard, puisque les mandats là sont tranquillement électifs. C'est-à-dire qu'on laisse donc voir celui qui vient après vous. S'il n'a pas les résultats, vous revenez. Je ne pense pas que la suspension était, ce n'était pas une radiation. C'était juste une suspension. La situation est peut-être momentanée. Vous vous écartez, vous laissez faire. C'est 4 ans. Au volet, c'est combien d'années? C'est 4 ans. C'est 4 ans. Voilà. 4 ans après, vous reposez votre candidature, vous revenez. Donc c'est aussi simple que ça, que d'assister à ces cacophonies où on a l'impression qu'à tous les niveaux, il y a de la défiance. À tous les niveaux, il y a de la défiance. On vient de parler du cas de Mme Difo tout à l'heure. Là, il a bien expliqué que dans le fond, on parle d'éthique, mais ça ne repose sur aucune base matérielle. L'éthique, donc, de quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faudrait bien qu'on nous explique qu'elle a fait ceci, elle a fait ceci. Il faudrait pas officiellement. Ouais. Et en ce moment, donc, que le mouvement sportif camerounais puisse être imprégné et qu'on sache exactement, voilà ce qu'elle a fait et voilà ce qui puisse incomber à ses faits ou à ses gestes. Bon, pareil, donc, je me dis que quelque part, il faut une reprise en main et une prise de conscience collective, surtout de la tutelle. De se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que la plupart des fédérations se retrouvent dans un état de rébellion pure et simple. Et ça, c'est depuis des lustres. C'est un questionnement qui va donc nous amener à rentrer dans la dernière thématique de ce débat. Et on s'intéresse, je vous le disais tantôt, à l'intention du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, de faire appel devant le jury d'appel de la CAF de la décision rendue il y a quelques jours, une décision qui le condamnait à payer une amende de $200,000 pour violation grave à l'éthique. Les problèmes d'éthique, Mathieu, ça revient encore, décidément, l'éthique ces derniers temps dans le milieu sportif. Déjà, comment est-ce que vous avez accueilli dans un premier temps la décision de la CAF qui était attendue et au lendemain, les conseils du président de l'Africa Foot qui annonce justement son intention de faire appel? Bon, je dois dire que moi j'étais d'abord surpris sur la diligence de la publication de cette décision parce que je sais que, mais je crois que la CAF l'a fait parce que des acteurs du football camerounais ont mis la pression. Parce qu'il faut dire que dans les affaires juridictionnelles, dans les fédérations et confédérations, même à la FIFA, c'est le président qui a l'opportunité de la publication des décisions. Et les juridictions travaillent de concert avec le secrétaire général. Et donc, quand les décisions sont prises, on met à la disposition du président qui décide de l'opportunité de la publication. Bon, sauf quand ça concerne véritablement les dirigeants de la même fédération. En ce moment, la fédération a toute son autonomie et fait valoir sa liberté d'action. Donc, j'étais surpris de voir ces décisions tomber. Je l'espérais tomber avec beaucoup de temps. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, dans cette décision, on n'a pas les motivations de chaque décision. On n'a pas les détails, on n'a pas les motifs qui expliquent cette décision. Mais quand elle est tombée, moi, elle ne m'a pas surpris. J'ai trouvé cette décision beaucoup plus politique que juridictionnelle. Parce que pour le peu que je sache les questions d'éthique, quand vous regardez le code éthique du Cameroun, de la Fédération camerounaise de football, il est clairement dit que quand quelqu'un est reconnu coupable de violation des questions d'éthique, et il a une suspension de 3 à 5 ans et il a des amendes qui courent à un certain montant. Donc si on a reconnu le président Eto'o de violation grave de l'éthique et qu'il est seulement pris de 200 000, je peux comprendre que, et là j'ai compris pourquoi on en est arrivé là, c'est peut-être parce que à la CAF, il n'y a pas un code éthique. Il n'y a pas un code éthique. Mais dans ce cas, est-ce qu'il n'y a pas quand même un paradoxe? Ça peut être un choix.
quand vous n'avez pas de code éthique, quand vous n'avez pas, quand vous n'avez pas un code éthique, vous vous référez au code éthique supérieur que vous avez, auquel vous êtes accepté de vous soumettre. Et quand on se réfère à ce code éthique de la FIFA, là encore, contrairement au Cameroun, qui va jusqu'à 5 ans, là-bas c'était 3 ans. Donc je reconnais simplement que sur les questions de faute, de trucage de match, je reconnais que les preuves étaient légères. Même si la CAF estime qu'il n'y a pas eu suffisamment de preuves. Oui, même si nous, qui sommes au Cameroun, on sait que les preuves étaient tangibles, mais on sait que devant la juridiction, nos expressions ne comptent pas. Il faut apporter suffisamment de preuves et des épreuves tangibles et concrètes. Et je crois que ce n'était pas suffisant parce qu'on pouvait bien voir que, oui, il y a des voix qui parlent des trucs, mais sur le plan matériel, on n'a pas vu l'application de cette tricherie. Donc, je comprends que la CAF se soit dessaisie et reconnue que le président Eto'o soit non et le président Cohen soit non coupable, mais sur le plan éthique, je n'ai pas compris cette décision qui était beaucoup plus politique, mais qui était aussi vicieuse, dans le fond. Mais comme un piège. Oui, elle était vicieuse parce qu'on a refusé d'appliquer le code éthique de la FIFA en la matière, mais on a subtilement reconnu coupable et quand vous regardez la culpabilité sur le plan éthique, autant à la FIFA, autant à la CAF, qu'autant à la FECAFOOT, il est bien clair dans les conditions d'éligibilité d'un président FECAFOOT qui dit que dès lors que vous êtes reconnu coupable, on ne dit pas, on dit seulement coupable des questions d'éthique, vous n'êtes plus éligible. Et ça, je crois que sur ce plan-là, ça l'éliminait et je comprends donc pourquoi son avocat a menacé de faire appel. Non, il a déjà fait. Et il a menacé de faire appel et je crois qu'il a fait. Et vous avez vu aussi que de l'autre côté, les plaignants, les requérants, ont aussi fait rapidement appel parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la décision. Voilà ce que moi je peux dire là-dessus. Je laisse que la justice fasse son travail. Jérôme Bango, sur cette décision de la Confédération africaine de football, vous aviez été aussi surpris comme Mathieu? Oui, des éléments. Je crois que Mathieu a bien déroulé ce tapis. Il faut simplement dire que la CAF n'ayant pas à ce niveau-là, je veux dire la loi sur l'éthique, les membres, des différents membres qui constituent la CAF, la fédération faisant partie des membres de la CAF et de la FIFA, il faut simplement dire qu'à ce niveau, est-ce que la décision, on a prétendu dire que l'amende qu'on a remise au président de la Fédération camerounaise de football était liée au contrat signé avec le Paris, une organisation de paris sportifs. Une société de paris sportifs. Je crois qu'à ce titre, on ne devrait plus parler d'éthique, parce que s'il faut parler d'éthique... En échange d'une rémunération. Oui, mais là, comme on a dit en droit, il faut avoir assez de preuves pour que la décision soit rendue en votre défaveur. C'est simplement dire que, on a vu ça dans d'autres cieux, le championnat italien, le championnat anglais, qui est sponsorisé par une société de paris sportifs. Mais pourquoi là-bas on ne poursuit pas le président de la Fédération anglaise de football? Parce que le président, en sa qualité personnelle, n'a pas de contrat. Signé. C'est la fédération qui signe. Voilà. Même le Cameroun, même la Fédération camerounaise a un contrat, ça ne pose pas de problème. Même la FIFA a un contrat avec les sociétés de paris de sport. Mais maintenant, les tests, le code éthique et de déontologie interdit à tout membre de la fédération d'avoir un quelconque lien avec, vous savez, l'affaire Karabachik en France, dans le handball. Vous savez, donc, et comme je le rappelais sur ce plateau, quand vous regardez, je prends seulement le code éthique du Cameroun, ça interdit à votre conjoint, même aux membres de votre famille avec qui vous vivez, d'avoir des liens avec... C'est pour dire que c'est très sensible. C'est parce qu'on l'applique au Cameroun. Et je crois qu'il faut sensibiliser les Camerounais, les acteurs du sport au Cameroun et en même temps commencer à les appliquer parce que j'ai dit que si on applique le code de déontologie et d'éthique au Cameroun, la moitié des acteurs du football camerounais vont sortir du automatiquement. J'étais disant que si on prend l'exemple de l'ancien président de la Fédération africaine de football,
il avait été tout simplement frappé de cette, je veux dire, la loi d'éthique, la loi d'éthique par la FIFA, parce que là, comme venait de le dire Mathieu, c'est très très sensible. Vous ne devez rien recevoir et rien donner pour pouvoir négocier une quelconque affaire. Donc, ni vous, ni votre conjoint, ni vous, les membres de votre famille. Ici, le président Samuel Eto'o, c'était simple. S'il avait été coupable, il devait tout simplement être suspendu. Maintenant, si son conseil estime qu'il n'est pas coupable et qu'on n'a pas pu le suspendre, ça veut dire qu'on s'est appuyé sur d'autres éléments pour pouvoir lui donner cette amende et ils ont tout simplement le droit de faire appel. Donc, au niveau de la CAF, il faut dire tout simplement que le président est encore dans son devoir parce que tout le monde avait attendu que s'il est puni, qu'il soit suspendu. Moi, à ce niveau, je n'ai pas grand-chose à dire parce que mais qu'est-ce que vous pensez quand même quand le conseil du président Samuel Eto'o estime que les faits reprochés ne relèvent pas, ne résultent pas d'une compétition organisée par la CAF? Oui, mais si la CAF en elle-même n'a pas... Moi, je crois que j'ai survolé un tout petit peu la commission d'éthique de la FIFA qui applique aussi la CAF dans son article 7. Est-ce que les compétitions organisées par la Fédération camerounaise de football sont indirectement liées aux organisations de la Confédération africaine de football? Parce qu'il faut dire que lorsqu'on parle la Fédération camerounaise de football étant, indirectement la Fédération camerounaise de football étant membre de la Confédération africaine de football, dont du coup la Fédération, la CAF a un droit de regard, parce qu'il faut dire que les licences... pas indirect, ça veut dire que c'est directement... Non, ils sont indirectement, parce que ce n'est pas la CAF qui organise, c'est la Fédération camerounaise qui organise, mais avec certains éléments de la CAF, par exemple les licences que possèdent et les équipes et les différents encadreurs et les dirigeants. Surtout que les champions sont qualifiés pour les compétitions de la CAF. Donc c'est pour ça que je dis, c'est indirectement lié. Donc ça fait que dans cette posture-là, il faudra dire ce qu'applique la FIFA doit être applicable à la CAF et doit être appliqué pour les fédérations membres. Donc, moi, je crois qu'ici, là, est-ce qu'il faut dire que la sanction qu'a infligée la CAF au président de la Fédération camerounaise de football est de droit? Je dis non, parce qu'il faut dire tout simplement, lorsqu'on parle d'éthique, la décision est très différente. Alors, Martin Mapak, est-ce que le président aurait simplement dû décider de payer ces 200 000 $ d'amende et puis c'était tout? Ben, écoutez, il est entouré d'une équipe de très très bons juristes, parmi lesquels j'ai mon cher ami, maître Florian Bayenne, à qui je dis bonsoir. Je crois qu'ils ont mieux étudié le dossier que nous qui en parlons juste comme ça de manière conjoncturelle. Donc je pense qu'ils ont étudié le dossier, c'est eux qui ont défendu leurs clients devant le jury disciplinaire de la CAF. C'est eux qui ont pu cerner les quelques manquements qu'ils ont pu observer pendant la procédure. Donc, dans tous les cas, ça ne fait jamais plaisir de se voir condamné, même à un franc symbolique. Ouais. Donc, il faut que absolument la personne qui a été condamnée, même à ce franc symbolique-là, puisse retrouver toute son intégrité morale. Donc, je dis que les avocats, si les avocats ont estimé que ils devraient interjeter appel de cette décision, cela veut dire qu'il y a matière à le faire. Moi, je ne peux pas commenter leur décision davantage parce que je ne suis pas impliqué dans le dossier, je n'ai pas les éléments du dossier qui me permettent de dire qu'ils auraient dû faire autrement qu'ils ne l'ont fait. Alors, c'est un peu la même question que je voudrais poser à Mathieu avant peut-être la réaction de Serge. Est-ce que le président d'Africa Food n'aurait pas peut-être simplement dû décider de payer cette amende-là? Non. Je vous ai dit qu'il y avait, dans cette décision, était vicieuse. Elle était vicieuse parce que vous savez que la CAF, les élections de la CAF vont se tenir en 2025.
Donc on était en train d'éliminer un potentiel candidat. Un président de fédération est un potentiel candidat. C'est comme un conseiller municipal. Tous les conseillers municipaux ont la capacité d'être maire. Donc éliminer un candidat, c'était éliminer un potentiel candidat. Et c'était éliminer un potentiel candidat aux prochaines élections en 2026 de la FIFA. C'est éliminer un potentiel candidat à l'élection de la Fédération camerounaise de football de décembre 2025. Donc, ça fait quand même trop de facteurs. Oui, ça fait trop de facteurs parce que, donc, vous savez, quand vous regardez la notoriété de Tau, vous regardez sa personnalité, son aura, vous comprenez que toutes ces ambitions que je viens de citer, il remplit les conditionnalités et il mérite d'aspirer à ces postes-là. Donc, on était, et cette décision, contrairement à ce que j'ai vu ces fanatiques commencer à jubiler, parce que les gens voulaient lire suspension, comme l'a dit M. Bango, on n'a pas mis suspension, mais derrière, elle avait, on avait véritablement scié la branche sur laquelle il était assise sans le dire. Donc, aujourd'hui, il veut rétablir sa légitimité, son honneur pour que lui qui a l'ambition, je pense, de briguer un deuxième mandat et peut-être même d'aller plus loin à la CAF, à la FIFA, de pouvoir, si il ne veut pas briguer à ces postes-là, au moins que lui, on ne lui enlève pas cette volonté, cette possibilité de le faire, que ce soit de son propre chef. Parce qu'il faut quand même dire que si c'est entériné, c'est un gros pied de nez à une icône du football mondial, parce qu'il a dépassé le niveau africain. Nous sommes au 21e siècle. En attendant, le siècle est encore long, mais pour le moment, il est celui qui est parti pour être le meilleur joueur africain du 21e siècle. Et donc, se faire griller comme ça, là, ça va empiéter sur son image, sur beaucoup d'aspects et sur beaucoup de terrains. Alors, on est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Rapidement, Serge Zambo, est-ce qu'il pourrait éventuellement obtenir gain de cause auprès du jury d'appel? Bon, vous savez, ils ont bien expliqué, mais je reprends exactement ce que j'ai dit d'entendre quand on parlait du Nanbudo. C'est-à-dire que lorsque nous allons vers une juridiction, on s'attend à un jugement qui est rendu, et lorsqu'on le conteste, on va forcément en appel. Donc maintenant, est-ce qu'il a des chances de pouvoir gagner au niveau de l'appel? Bon, il a dit tout à l'heure, ce sera dans le travail des avocats, et ils sont naturellement dans leur rôle. Nathalie l'a expliqué, c'est ce que je voulais dire. On se sera attendu à 4 choses, soit une suspension, soit une interdiction d'exister, d'exercer, soit une radiation. C'est une décision politique aussi. Mais là, on a choisi plutôt une amende. Mais on a scié la branche, comme il a dit. Ça, il fallait bien l'expliquer comme ça, et que ça réduit déjà la marge de manœuvre pour les éditions, pour les éditions à venir. Donc, les avocats sont dans leur rôle, quitte à ce qu'ils doivent donc aller bel et bien se battre au niveau de l'appel. Voilà, de l'appel pour qu'il en sorte de là, blanchi. Contrairement à ce que je vois, il ne s'agit pas de payer, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire que, j'ai vu des femmes du Mungo dire qu'elles veulent déjà payer les 200 000. Ça ne veut pas dire que si on paye les 200 000 dollars, ça ne discute pas de sa culpabilité. C'est une amende. C'est-à-dire que tu peux aller en justice, on te dit que bon, tu as 2 ans avec ceci. Comme a dit Maya, même si c'était le franc symbolique, tu le sors de là, et c'est une condamnation, c'est une condamnation, ce que nous ne souhaitons pas. Et moi, je chute en disant même d'ailleurs que pour moi, en tant que Camerounais, ce n'est pas des choses qui sont normales. Ça nous salit davantage. Donc, au président, également à tous ceux qui l'entourent, de poser des actes qui n'essayent pas parce que quand on vous calcule déjà, comme on dit, il faut que vous soyez vous-même quelqu'un qui soit prudent. Quand on vous calcule dans tous les sens, parce qu'aujourd'hui, il a très bien expliqué, Nathalie a bien expliqué, il est ceci, il est cela, donc il faudrait faire attention à là où on pose ses pieds, parce que quand on te calcule, tu ne sais pas à quel niveau tu peux chuter, donc il faut être très très prudent dans tous les actes que nous posons. Qu'est-ce qui allait signer les contrats avec l'XBET quand on dit que vous êtes, ça sert à quoi tout ça? Voilà, pour moi... Moi, je voulais simplement ajouter pour dire que, en répondant à votre question, pour dire que oui,
il aurait pu obtenir une annulation ou une réduction de sa peine ou une non-culpabilité s'il était le seul dans la procédure d'appel. Mais comme l'adversaire a aussi fait appel, on est aujourd'hui dans une procédure où on peut même revoir sa sanction à la hausse. Donc, on est dans ce jeu. Et puis, il faudrait ici également souligner que... Non, c'est ce que je dis. Mais je dis il faut qu'il y ait des éléments. Oui, mais je dis que le fait qu'on ne perde pas quand même ça de vue. Oui, mais il faut qu'il présente des éléments. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. S'il était le seul à faire appel, il devait être... On ne pouvait pas aller plus loin que la sanction qu'on lui a donnée. Maintenant qu'il n'est pas le seul à faire appel, ça peut aller plus loin. Dans tous les cas, ses adversaires ne peuvent pas faire appel de la partie qui leur a été favorable. Ils ne peuvent pas faire appel des 200 000 dollars. Ils vont faire appel de la question des matchs truqués. Je ne sais pas quel est l'élément nouveau. Non, ils ont fait appel pour dire qu'ils ne sont pas satisfaits de l'application de la décision rendue. Parce qu'ils estiment qu'on n'a pas appliqué la décision. Ils estiment qu'on doit augmenter le quantum des peines. Voilà, en tout cas, c'est une actualité qu'on va évidemment suivre. Et c'est la fin de cette émission. On va rappeler, on a commencé avec un petit clin d'œil sur l'Euro. Donc, la finale de l'Euro 2024, ce sera Espagne-Angleterre. L'Angleterre qui a donc battu tout à l'heure les Pays-Bas par 2 buts à 1. Finale qui se dispute dimanche soir. Merci Serge Zambo, Jérôme Bango, Mathieu et puis Martin Mapak. Adonis Yamen à la technique, Nono Fétu derrière les caméras, Zipierre au son. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, et à la semaine prochaine. Au revoir.